Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur plusieurs sujets de ce début de saison et vous donner mon avis sur ce que j'en ai pensé. Parce que bon, comme vous savez, j'ai pas fait beaucoup de vidéos en début de saison dû au fait que j'entraîne une équipe cette année, j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, on va en profiter, je vais revenir sur pas mal de choses. Vous allez entendre des choses que vous n'entendrez pas ailleurs, ce qui veut pas dire que ce sera la vérité, mais ce sera mon point de vue sur le sujet. On commence avec Kylian Mbappé. Alors franchement, le cas Mbappé, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a la presse et les gens. Et puis, il y a la personne. Et je dirais même aussi qu'il y a ce qu'il fait sur le terrain. D'abord, la presse et les gens. Pour faire simple, on dirait que les médias ont des tremblements si un jour, ils parlent pas de Kylian Mbappé. Pareil pour les gens, tu regardes les commentaires d'un sujet qui n'a rien à voir avec lui, il faut toujours que quelqu'un la ramène pour dire « Ah, c'est pas Kylian Mbappé qui ferait ça ». Certes, ça s'est un peu calmé maintenant, mais au début de saison, c'était abusé. On dirait que les gens voulaient le pousser à la retraite. Certains étaient même heureux de ses déboires sportifs et médiatiques. C'est fou, ça craint d'être comme ça, et ça en dit long sur la vie des gens. Quand t'es aussi focalisé sur la vie et les malheurs des gens, c'est qu'il y a un problème chez toi. T'es pas censé aimer les malheurs des autres. Sauf quand ta vie est plate et que ta vie, c'est de commenter celle des autres. Donc de ce point de vue-là, je boycotte beaucoup de médias, de chaînes YouTube ou d'émissions qui passent leur temps à parler de Mbappé en permanence. C'est insupportable. Il y a plein d'autres sujets à traiter et j'ai pas de temps à perdre à écouter ou lire Bellingham n'aime peut-être pas Kylian Mbappé, Kiki n'a pas salué la foule avant de partir, Mbappé a l'air ceci ou semble cela. Qu'est-ce qu'ils en savent? Les mecs, ils font des suppositions alors qu'ils ont jamais parlé au gars. Vous le connaissez même pas dans la sphère privée. Donc moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'amène à parler de la personne. Alors, Kylian Mbappé a fait le choix de partir à Madrid. Ok? Il doit s'adapter à son nouvel environnement, ça prend du temps. Époque Netflix et Uber, on demande tout de suite au gars. Il doit marquer 2 buts à chaque match et faire 10 courses à haute intensité, sinon il est pas bon, il est cramé. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie de dire que c'est lui qui a créé ça. Parce que je dis tout le monde lui tombe dessus. Mais c'est lui qui est arrivé en disant qu'il veut marquer l'histoire. Vous me parlez que de football et de niveau. À être partout et à communiquer souvent. Donc c'est le revers de la médaille de se faire tirer dessus finalement. Parce que même si je pointe l'acharnement dont il est victime et les attentes démesurées qu'il y a sur lui, c'est lui qui a cherché ça. Regardez le documentaire sur David Beckham. C'est la grande leçon à tirer de ce documentaire. Cette manière de communiquer avec la presse en permanence pour se mettre en avant. Quand tout va bien, on vous encense, on vous met, comme dirait Thierry Henry, plus haut que haut, et quand vous êtes dans le creux, eh ben on vous met plus bactère. Et on vous ressort tout ce qui avait fait grincer du temps, grincer des dents, pardon, du temps où ça allait bien, mais qu'on pouvait rien vous reprocher parce que, voilà, vous marchiez sur l'eau. Ses déclarations politiques à géométrie variable, ses recommandations auprès de ses coéquipiers, ses engagements, etc. Donc, moi, je le plains pas, Kylian Mbappé. Et d'ailleurs, comme il a dit, il a choisi cette vie. Mais moi, je rentre pas dedans, parce que son personnage, avec son image médiatique et tout, moi, ça me parle pas. Et c'est pas une question d'âge, hein. Je me sens très proche d'un Wembanyama, par exemple. Mais c'est parce qu'au final, son personnage qu'il nous présente, le personnage Kylian Mbappé, il est vide. Il y a rien. Vous avez vu son interview avec Mouloud Achour? Il y a rien. Il dit qu'il est victime de ci, ou qu'il a vécu des choses difficiles, mais il dit jamais quoi. Il donne jamais d'exemple. On sait pas de quoi il parle. C'était nul. Est-ce que Kylian Mbappé est amoureux? Ce genre de question, qui moi ne m'intéresse pas, est là typiquement pour le rendre plus humain et donner une image moins robotique. Donc cette interview, elle était là pour le grand public, pas pour les connaisseurs du football qui avaient des questions football à lui poser. Cette interview, elle était creuse si tu la regardes bien. Au final, comme on n'a pas de matière, pour l'extérieur, son personnage, il est vide. Pas la personne, hein, que je ne connais pas, mais son personnage, son image publique si vous préférez. Parce que si je parlais avec lui en face à face, qu'il me disait tout ce qu'il a vécu, je dirais peut-être autre chose de la personne. Mais je ne connais que son image médiatique. Et celle-là, désolé, mais elle est vide. Donc il n'y a rien d'intéressant et on peut passer à ses performances parce que là déjà on a un peu plus d'éléments. J'ai vu presque tous ces matchs au Real Madrid et il y a certaines choses à dire. L'acharnement médiatique sur son jeu déjà, je le trouve vraiment suspect. On te parle du début de saison de Kylian Mbappé, catastrophique et cataclysmique, pourquoi pas apocalyptique tant qu'on y est. Tu
sais, comme si c'était celui de Anelka à l'époque. Anelka, il allait au Real Madrid, il a fini l'année avec 2 buts en championnat sur toute l'année. Ça, c'était catastrophique. Même s'il y avait des raisons à ça, je le mesure. Mbappé, c'est pas du tout ça. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Ensuite, j'ai entendu, oui, Mbappé, c'est pas un avant-centre, il peut pas jouer là, etc. Bon, on va revenir un petit peu sur l'histoire Kylian Mbappé. Mbappé, il a démarré à Monaco en tant que second attaquant avec Falcao. Ensuite, il a gagné le mondial en tant qu'ailier droit. Personne ne disait à l'époque, oh, mais c'est pas un ailier droit, il est second attaquant. Vous êtes d'accord? Et au PSG, il a joué à droite, il a joué à gauche, il a joué en pointe avec Messi et Neymar autour de lui, pour finir dans un positionnement un peu plus libre avec Barcola et Dembélé autour de lui. Donc la question de son poste est un faux sujet, parce qu'on le voit, c'est un joueur versatile qui peut évoluer partout en attaque. Certes, il a dit qu'il préfère jouer à gauche avec un pivot devant lui, mais il est capable de faire autre chose et de sortir de sa zone de confort. Il savait très bien qu'en allant à Madrid, il y aurait Vinicius et pas de pivot. Donc, tous les débats sur oui, il est trop à gauche, il prend pas la profondeur, etc. Tout ça, ce sont des sujets liés à l'adaptation et aux performances du joueur. Mais ça n'a pas de fondement réel, parce que quand Benzema jouait avec Vinicius, il était à gauche avec lui et prenait rarement la profondeur. Et le jeu du Real Madrid penchait déjà à gauche. Donc pourquoi c'était bien avec Benzema et c'est mal quand c'est Mbappé? Juste parce que ça gagnait des titres? Donc c'est pas lié au positionnement, mais bien aux performances de Kylian Mbappé. Mbappé prend pas toujours les bonnes décisions sur ses déplacements, parce qu'il est souvent hors jeu aussi, ses déplacements sont suspects, et sur ses passes ou sur ses tirs, voilà, c'est là qu'il est le travail. Sur ses choix par rapport aux coéquipiers. Les blessures. En début de saison, il y a eu un délire sur les blessures, alors là, j'ai pas compris. Je vous remets le contexte. La FIFA a annoncé qu'ils allaient faire la Coupe du Monde des clubs à l'image de celle des sélections en fin d'année. Donc, forcément, ça veut dire plus de matchs. Avec l'augmentation des matchs de la Ligue des Champions, c'est trop. On est tous d'accord qu'à la fin de la saison, ça fera trop de matchs. On est d'accord, hein, pas de souci. Et de ce constat, qui arrivera en fin de saison, c'est devenu, regardez, un tel est blessé en août ou en septembre, c'est à cause de l'augmentation des matchs. Eh les gars, il n'y a pas encore eu d'augmentation des matchs. En août ou en septembre, on a joué autant de matchs qu'on en jouait il y a 10 ans. Et là, personne ne disait rien. C'est pas parce qu'il va y avoir trop de matchs dans l'avenir que c'est déjà le cas aujourd'hui. L'augmentation des matchs commence globalement à partir de maintenant, janvier. Parce que l'an dernier, il n'y avait plus de matchs de Ligue des Champions à cette période-là. Et là, il va y en avoir encore. Donc, c'est ça le problème dans le football. On dirait que les avis se répandent comme une traînée de poudre sous l'influence des médias et des influenceurs, mais personne ne prend le temps de réfléchir aux arguments pour éviter de s'indigner pour rien. Ce qui m'amène à dire que, voilà, c'est à partir de maintenant qu'il faudra s'indigner en cas de blessure, mais comme tout le monde est surinformé, tout le monde a oublié et passera à côté en cas de blessure. Le Ballon d'Or, encore un sujet qui a fait beaucoup parler. Bon, moi, comme vous le savez, j'avais dit Rodri, tout en disant, j'avais bien précisé, qu'il serait jamais choisi, parce que c'est un milieu défensif. Et bah finalement, j'ai eu la joie de voir qu'il a reçu le trophée. Donc moi j'étais un des rares qui était très content quand j'ai vu Rodri Ballon d'Or. J'avais du mal à y croire tant qu'il n'y avait pas eu, tant que c'était pas officiel, il n'avait pas le ballon, moi je voulais pas y croire. Alors attention, ça ne retire en rien de ce que je pense de cette récompense. Elle est démodée et inappropriée dans un sport co comme le football, à cause de la dimension du terrain. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et cette distinction, elle a fait rager. D'abord, il faut bien le dire, le plus gros problème du Ballon d'Or réside dans l'histoire du trophée qui n'a jamais eu une ligne directrice stricte, qui fait que le vainqueur peut plus ou moins être trouvé avant le vote. Parfois le meilleur joueur, parfois le meilleur joueur de la meilleure équipe, parfois le meilleur joueur d'un gros tournoi, parfois non, mais un autre, on a battu un record. Du coup, tout le monde... Enfin, c'est un gros n'importe quoi. Du coup, tout le monde s'est attribué à un système personnel d'élection du Ballon d'Or. Et le joueur qui n'est pas élu, selon leur système personnel d'élection, ne trouvera pas grâce à leurs yeux. Ce sera du vol. Vinicius, puisque c'est lui dont il est question, n'a pas été volé. D'accord? On va se calmer, les mots ont un sens. Hein. En tout cas, pour moi, ils en ont encore un peu. Peut-être pour d'autres, ça n'a aucun sens. Mais on parle d'une élection, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a dit tiens je te donne le Ballon d'Or. Non, c'est des gens qui ont élu et en fonction du nombre de gens qui ont été élus, ben t'as gagné ou t'as pas gagné. C'est pas
Et parce que tout le monde a sa sensibilité, tout le monde regarde différemment. Regardez, moi, j'aurais pas choisi Vinicius, par exemple. Donc, et d'autres auraient choisi Vinicius. Et quand tu fais le total de tous ceux qui auraient choisi Vinicius ou pas Vinicius, bah, vous voyez que Vinicius n'a pas gagné. Donc, il faut bien remettre ça en perspective, c'est une élection. Et plusieurs de ses coéquipiers ont pris des voix qui lui auraient permis de gagner. C'est ça le vrai truc. Parce que si tu regardes bien, il se retrouve à seulement 41 points derrière Rodri, qui a bénéficié du fait que Foden ou De Bruyne ont raté leur euro. Donc lui, il a pris toutes les voix qu'il aurait pu prendre. Et alors là, on a tout entendu. Ouais, mais Rodri, il a gagné que l'euro pendant l'année. Pendant le reste de l'année, il a rien fait. Bon, déjà, c'est faux. Rodri, il a été déterminant dans le succès de City, même si c'est Foden qui a été élu joueur de l'année en Angleterre. Mais aujourd'hui, avec l'absence de Rodri, on voit encore mieux qui était le meilleur joueur de cette équipe. Donc c'est bien de regarder les buts et les passes décisives, mais le travail réalisé derrière, qui est moins flamboyant, qui est moins strass et paillettes, bah, je sais que le grand public ne peut pas le voir. Et des joueurs comme Rodri peuvent faire passer une équipe de moyenne à exceptionnelle. Et aujourd'hui sans Rodri, mais avec Foden, City est moyen. On le voit, c'est factuel. Dans la lignée de cet argument, de ouais, mais il a brillé avec sa sélection et pas toute l'année, je vous renvoie à la saison 97-98. Le meilleur joueur sur l'ensemble de la saison, c'est Ronaldo. R9 qui a dominé le meilleur championnat du monde en Italie comme personne avant lui, même si la Juventus a gagné le titre. Et finalement, c'est Zidane qui a gagné le Ballon d'Or, malgré une très bonne saison en club. Attention, mais dont il n'était pas le meilleur joueur, Del Piero, et une Coupe du Monde moyenne où il n'a brillé qu'en finale. Donc ça n'a gêné personne à ce moment-là. Pour les plus jeunes qui diront oui, mais moi j'y étais pas, bah je vous dirais, mais si en 2022. On peut pas dire que sa saison avec le PSG soit légendaire, même s'il a été très bon, attention. Hein. Mais il gagne le Ballon d'Or sur sa Coupe du Monde. Pas avec son titre de champion avec le PSG ou son quart de finale ou huitième de finale, je sais plus, contre le Bayern. Je citerai aussi dans l'histoire Matthias Sammer, qui gagne en 96 à 3 points de R9 grâce à son succès à l'Euro 96. Ceux qui avanceront que les meilleurs stats doivent gagner, en avançant par exemple, je sais pas, Bellingham, bon, ça aussi, ça n'a jamais été récurrent dans l'élection du Ballon d'Or. Parce que si vous regardez avec quel stat a été élu Georges Weah, ça va vous piquer les yeux. D'autres ont évoqué les titres remportés, et j'ai déjà dit qu'il fallait arrêter avec ça, hein, les titres remportés, parce que ça, généralement, ça témoigne que chez la personne qui invoque ce sujet-là, il y a une certaine indifférenciation entre causalité et corrélation. Parce que Carvajal, pour le citer, c'était pas le joueur déterminant du Real et de l'Espagne. Même si son apport est important, attention. Hein. Mais ce truc de dire oui, il a tout gagné, il mérite, ça veut dire que vous ne regardez pas l'apport du joueur dans les succès. Vous regardez juste qui a gagné quoi, et ce qui va vous conduire à dire des bêtises, du genre Carvajal ou Jorginho. Et enfin, le désargument ultime, ceux qui diront que si tu as les stats et les titres, tu dois être élu, eh bien là encore, le Ballon d'Or ne leur est pas forcément décerné. Si je vous dis qu'un joueur a été meilleur buteur et meilleur passeur de son championnat, il mérite le Ballon d'Or? Bon, vous allez me dire, bon, c'est pas assez, même si c'est super. Ok, meilleur buteur, meilleur passeur de son championnat, et en plus de ça, meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions. Vous allez me dire, ah, ok, là on discute. Je rajoute que ce gars-là a non seulement été meilleur buteur, meilleur passeur de son championnat et de la Ligue des Champions, mais en plus, il a gagné la Ligue des Champions, et il a fait le triplé. Ah bah vous allez me dire, ah non, bah alors là il faut lui donner le Ballon d'Or direct, là il n'y a rien à dire. Eh bien sachez que ce cas-là existe. Il y a un joueur dans l'histoire qui a été meilleur buteur, meilleur passeur de la Première Ligue, meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions, et en plus il a fait le triplé avec son équipe, et bah il a même pas été top 10 du Ballon d'Or. Même pas top 10. Alors vous vous demandez sûrement qui c'est, et bah il s'agit de Dwight York en 98-99. Cette année-là, il a été décerné à Rivaldo, et le deuxième, je crois que ça avait été Beckham. Donc ce Ballon d'Or, il a jamais été cohérent. En plus, avec toutes les formules qu'il y a eu ces 15 dernières années, avec la FIFA et tout, vous vous rappelez, on a eu le vote, bon j'en ai parlé dans une vidéo, le vote avec les capitaines, etc.
Là encore, le vote a été différent et les années de grande compétition n'ont pas vu des joueurs qui ont brillé dans ces compétitions-là remporter le trophée, à l'image d'un Zidane 98 ou d'un Ronaldo 2002. Ce qui a profité à la dualité Ronaldo-Messi et nous fait croire qu'ils sont au-dessus de tout dans l'histoire. Attention, hein, ces deux-là sont de très grands joueurs, attention, hein, mais pas dans les proportions qu'on croit. Messi a 8 ballons d'or, c'est délirant. Bref, Vinicius n'était pour moi pas au-dessus de Bellingham, qui a plié la Liga et fait un meilleur Euro que la Copa América de Vinicius, et j'ai pas compris d'où sortait cette espèce d'unanimité autour de Vinicius Ballon d'Or, qui soi-disant devait le gagner. Bon, il a perdu, il aurait pu le gagner, c'était pas un vol, j'insiste là-dessus, il a pas plié la saison comme Benzema l'avait plié par exemple, et il aura l'occasion de faire mieux. Même si avec Mbappé et Bellingham à côté de lui, ce sera toujours difficile par rapport aux autres. Alors il pourra se consoler en disant par contre que lui il gagnera au moins des Ligues des Champions à défaut de gagner des ballons d'or. Et c'est peut-être le plus important dans un sport comme le foot. La Ligue des Champions, donc, ce format, il avait été, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait été lancé pour contrer la Super League, qui faisait pas l'unanimité. Parce que bon, comme toujours, quand tu touches à un truc dans le football, tout le monde pleure, mais il faut bien reconnaître que pour l'instant c'est une réussite. Je vous prépare à un sujet sur la Super League, parce que, comme les anciens de la chaîne le savent, je suis pro Super League depuis le départ. Hein. C'est pas, là ils ont refait le... Non, c'est depuis le départ. Et je vous expliquerai mes raisons dedans. Donc avant de me lyncher, écoutez au moins mes arguments. Je vous dis pas que ça va vous faire changer d'avis, ça va vous convaincre. C'est pas pour vous convaincre, c'est pour vous expliquer qu'il existe un avis contraire. Mais le fait que les gros s'affrontent dans ce système dès les phases de poule, et plus uniquement dans les matchs à élimination directe, eh ben ça change beaucoup de choses. On a eu droit à de belles affiches, on se régale, et c'est très dur de lire qui va gagner, ce qui va se passer dans cette compétition. Donc il y a du suspense. Et pour ceux qui apprécient les petits, même eux arrivent à exister, à l'image de Brest qui surprend son monde match après match. Donc cette Ligue des Champions, c'est vraiment la bonne surprise de ce début de saison pour l'instant, et j'ai hâte d'en voir davantage avec les matchs de barrage et ceux à élimination directe. Passons maintenant au club. Alors Manchester City. Difficile de comprendre ce qui se passe dans cette équipe parce que les informations à l'intérieur du groupe ne sont pas sorties officiellement jusqu'ici. Mais de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a eu une cassure dans le groupe et que le groupe ne répond plus. Au moment où je fais cette vidéo, City vient de faire un match nul contre Everton. Non, depuis il y a eu d'autres matchs. Alors quand j'ai écrit ça, ils venaient de faire un match nul contre Everton. Là, ils ont gagné 4-1. Enfin bref, quand tu lisais contre Everton le match, le langage corporel de certains joueurs, tu sentais que l'entente entre les joueurs, elle n'était pas au beau fixe. Les choix de Savigno laissaient à désirer, d'ailleurs, c'est pas le seul, hein, mais ils jouent pas tous la même symphonie, et ça se ressentait sur les efforts qu'ils vont faire les uns auprès des autres. Je voyais Foden en train de lever les bras, machin. Ça, c'est le genre de signe qui trompe pas, qui montre la nervosité, qui montre que ça va pas forcément dans ce groupe. Et j'ai envie de dire que les problèmes qu'ils rencontrent, moi personnellement, hein, et sans avoir plus d'informations que ça, je les relie au pauvre mercato d'été qu'ils ont fait. Je pense que la stratégie de compter sur l'académie avant tout n'a pas été la bonne, en sachant que tu as dans ton effectif, certes assez de joueurs, mais beaucoup de gars qui sont injury prone. Kevin De Bruyne, Doku, Grealish, vous savez tout ce que je pense de ce joueur-là. Je trouve qu'il apporte rien. Voilà, je trouve pas de qualité pour le foot de haut niveau. Il a fait une bonne saison quand il a fait le triplé, il n'y a pas de souci, mais pour moi il apporte pas grand chose. Walker, injury prone, Stones, injury prone. Voilà, ce sont des gars qui ratent des matchs tous les ans et qu'il faut concurrencer. En plus, tu as perdu Alvarez, donc la meilleure chose qui puisse arriver à City, c'est le mercato d'hiver. Le Real Madrid. Alors, le Real Madrid a débuté difficilement. Tout le monde en attendait monts et merveilles, moi y compris. Parce que quand tu fais le doublé avec toutes les blessures qu'il y a eu et que tu enregistres la venue de Mbappé, avec en plus des jeunes à fort potentiel, on s'attend à ce que tu sois encore plus fort. Sauf que ça met du temps à se dessiner, et ça on n'y avait pas pensé. La mayonnaise met du temps à prendre entre Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. On en a parlé sur le sujet dédié à Mbappé. Et je voudrais faire appel à l'histoire sur le cas de ces quatre-là. Il y a 15 ans, au Barça, il y a eu Ronaldinho, Henry, Eto'o et Messi dans la même équipe, en même temps. Et on se demandait
comment Rijkaard, c'était le coach à l'époque, allait faire jouer tout ce beau monde. Finalement, le choix de Rijkaard, c'est qu'il a choisi de ne pas faire jouer les 4 ensemble. Ce qu'on a tous déploré à l'époque, parce qu'on voulait voir les 4 fantastiques ensemble. Parce qu'on a tendance à penser que plus il y a de talent, mieux c'est. Finalement, c'est jamais arrivé. Ancelotti, lui, il a fait le choix de mettre les 4 sur le terrain, et non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est presque mieux pour lui quand l'un des 4 est blessé ou absent. Parce que ça joue mieux avec seulement 3 joueurs du lot sur le terrain. Pour l'instant, à 4, ça ne marche pas. En termes de jeu, c'est pas fou. En plus de ça, la fameuse hargne du Real, qui leur permettait de revenir à n'importe quel moment du match, tu le ressens moins. Et ça va pas s'arranger avec la blessure de Carvajal, le capitaine, pour toute la saison. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de blessés au Real cette saison. Et des importants, comme Militao ou Alaba. Ce qui n'aide pas à construire une équipe solide. Donc c'est pas un grand Real qu'on voit pour l'instant, ni dans le jeu, ni dans les résultats. On les a vus trop beaux, je pense. Mais ces dernières semaines, ils semblent en voie d'adaptation. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas aimé que Ancelotti soit coach de l'année devant Xabi Alonso. Il a fait une très grande année, Xabi Alonso, attention, hein, et il méritait aussi. Mais réussir à faire doubler championnat Ligue des Champions avec autant de blessés et des cadres, hein, dans la partie la plus difficile de la Ligue des Champions sur les matchs à élimination directe, fait qu'il a réussi à faire la meilleure équipe du monde sans avoir ses titulaires toute l'année. Et ça, c'est incroyable. Parce que n'importe quel coach aurait pas réussi, il aurait invoqué les blessures, et a raison. Et ça, pour moi, c'est un petit peu plus qu'être la meilleure équipe en Allemagne, parce que dans le sens où le Bayern est resté invaincu, mais ils se sont fait démolir par l'Atalanta en finale. Donc le Bayern était la meilleure équipe d'Allemagne, mais pas d'Europe, contrairement au Real, avec toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc le choix d'Ancelotti me paraît approprié, même si, attention, hein, si Xabi Alonso l'avait remporté, ça aurait été un beau vainqueur. Mais en ayant fait cette saison incroyable, le Real, Ancelotti méritait. Voilà, c'était quand même incroyable ce qu'a fait Xabi Alonso, de réussir à être invaincu avec un club moyen, on va dire. Mais voilà, je suis d'accord avec avec les votants qui ont voté Carlo Ancelotti. Pour en venir au Real, j'ai vu le match contre Valence, c'était difficile, pas flamboyant, mais le Real n'a rien lâché. Bon, d'abord, faut le dire, hein, c'était un beau match. Hein. En termes d'émotion, on est passé par tous les états, surtout que le Real devait gagner. Et puis il y a eu le but de Valence, le Real en difficulté, mais finalement un but refusé, un pénalty raté avec une faute d'arbitrage parce qu'il aurait dû être retiré, une expulsion scandaleuse. Tu te demandes comment le Real peut gagner dans ces conditions-là, parce qu'ils sont à 10. Et bien finalement, ils ont été meilleurs à 10 qu'à 11. Et ils sont revenus sur une superbe action collective avant une erreur de Valence qui a profité à Bellingham. Franchement, bravo le Real qui revient bien après un début de saison difficile, et j'ai hâte de voir où leur progression va les mener. Et je disais une expulsion scandaleuse, parce que presque 20 ans après l'épisode Zidane-Materazzi, les provocateurs ont toujours la vie tranquille. Vous pouvez provoquer autant que vous voulez, vous n'êtes pas sanctionné. Franchement, ça m'a énervé ce truc-là devant mon écran. Bon, ça n'a pas l'air de gêner les décideurs, hein, pour qui le problème vient de Vinicius et de ceux qui répondent, parce qu'ils ne sauraient pas se maîtriser. Du grand n'importe quoi. Ça se voit que les décideurs, les gars de l'IFAB et de la FIFA, ils n'ont jamais pris un ballon de leur vie pour jouer au foot, ils se contentent de lire des dossiers dans un bureau. Bref, passons au Barça. Alors le Barça, là c'est l'inverse. Ils sont partis comme une fusée dans les résultats et le jeu, en partant avec beaucoup d'interrogations par contre, hein, contrairement au Real Madrid, avec une cascade de blessés, hein, Araujo, Gabi, De Jong, auquel s'est joint Bernal, Ter Stegen et Christensen. Et d'ailleurs, c'est la blessure de ce dernier qui a permis au Barça d'enregistrer Dani Olmo, la seule grosse recrue du club. Il a fait une entrée tonitruante sur ses premiers matchs. Franchement, il a été de classe mondiale. Rafinha pareil. Dégueulasse l'an dernier sous Xavi, à part les 2 derniers mois. Méconnaissable dans le jeu et les intentions. Il était critiqué à raison. Donc, me sortez pas comme j'ai pu le lire. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment gonflé. Hein. Regardez cette année, vous le saucez, alors que l'an dernier, vous disiez qu'il était nul, vous avez retourné votre veste. Mais c'est pas possible que le niveau soit tombé si bas là. Avec ce genre d'argument. Il était nul l'an dernier, et les autres années, quand il arrivait au Barça. C'est normal qu'on le dise. On décrivait juste ce qu'on voyait. Cette année, il est très bon, on le dit. Ça n'a rien à voir avec le fait de retourner sa veste. On parle du même joueur, mais dans 2 systèmes différents. Un rôle différent et des prestations différentes. Faudrait être fou pour dire autre chose que ce qu'on voit.
Rafinha est exceptionnel et c'est tant mieux. Lewandowski a montré qu'il était toujours un grand buteur. Koubarsi est le meilleur relanceur du monde pour moi. Et même Inigo Martinez, que tous les Barcelonais voulaient voir dégager après 2 matchs, ils ont changé d'avis. Le hors-jeu de Flick a mis beaucoup d'équipes à mal, y compris le Real Madrid, qui a pris une fessée mémorable, sous la houlette d'un Lamine Yamal monstrueux. Et puis, bah voilà, les blessures sont arrivées. Lamine Yamal s'est blessé, ça a fait du mal à l'équipe. Fati blessé, même s'il apporte rien et qu'il est fini pour moi. Ferran, même chose, mais lui il met quelques buts par-ci par-là. Mais surtout, Dani Olmo. T'as évacué Gundogan, un gars fiable, pour Dani Olmo qui est injury prone. Et le fait qu'il enchaîne pas les matchs, bah, ça a fini par impacter ses performances qui ont été moins bonnes sur les derniers matchs. Dans la vidéo d'avant-saison du Barça, j'avais dit, même si Olmo est un très bon joueur, c'était avant tout un ailier gauche qu'il leur fallait. Même si Olmo fait plutôt un bon début de saison, je maintiens cette position et on le voit. Depuis qu'Lamine Yamal est blessé, c'est plus compliqué pour le Barça de percuter. Et le pire, c'est que l'astuce administrative pour l'enregistrer là, bah, elle est plus valable. Et pour la deuxième partie de saison, il n'est pas inscrit. Il n'est pas inscrit. Et le Barça n'y arrive toujours pas. Parce qu'ils ne sont pas dans les clous financièrement. Et son contrat prévoit une clause qui fait qu'il pourrait partir en janvier libre s'il n'est pas enregistré. Alors lui il dit qu'il veut rester, hein. Mais dans le football on sait jamais. Il est possible qu'il parte gratuit, mais là il remet plus jamais les pieds en Catalogne hein, s'il fait ça. Il est wanted comme Figo. Ou alors ça va retomber sur Laporta parce que c'était son boulot avec son administration de gérer ça depuis septembre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus le déficit s'est creusé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'en avais parlé aussi dans la vidéo d'avant-saison, et je vais le redire. Ça veut dire que le Barça va perdre Lamine Yamal. Avec quel argent tu vas payer son futur contrat? Est-ce que tu pourras l'enregistrer? Est-ce que l'équipe sera toujours compétitive? Donc non, tu vas le perdre. Il ira dans un club qui a les moyens de ses ambitions et qui pourra le payer. Sa carrière va durer 15 ans, il va pas la gâcher à attendre que la situation du club s'améliore, alors qu'on voit bien qu'elle fait qu'empirer. Donc on va suivre ça, Yamal, Olmo, si Dani Olmo part. Bon, s'il part, je vous le dis tout de suite, c'est fini pour le Barça cette saison. On va se faire chier, regarder les matchs, mec, ils pourront plus être compétitifs. Ils sont en perte de vitesse actuellement, et sans le retour de Lamine Yamal, ils iront pas loin. Donc on suivra leur saison avec une grande attention, mais j'espère que ça va bien se finir, que Olmo va pouvoir être enregistré, et que voilà, le Barça va pouvoir repartir du plus belle, parce que c'était vraiment très intéressant ce qu'ils ont montré en début de saison. Le PSG, le club le plus épié de France, et pour cause, hein, ils ont des moyens qui font qu'ils sont au-dessus de leur championnat. Et on le voit, ils dominent encore la Ligue 1, alors qu'en Ligue des Champions, c'est plus difficile. Et pour cause, ils ont un gros manque d'efficacité qui est symbolisé par Dembélé. Alors attention, c'est pas du même niveau que l'an dernier. Hein. Maintenant, quand tu prends le lead derrière Mbappé, tu dois amener plus. Surtout en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, c'est très bien, hein, on l'a dit, ils dominent. Mais leur problème saute aux yeux en Ligue des Champions. Et pas que Dembélé. Le projet de jeu de Luis Enrique, il est intéressant. Le PSG est entreprenant. Je comprends bien où il va. Mais il manque quelques ajustements dans les choix. Et peut-être les joueurs. Kolo Muani, c'est fini. D'ailleurs, je sais même pas si ça a déjà commencé. Ruiz, malgré l'éclaircie de l'Euro, pareil, c'est fini. Skriniar, j'en parle même pas. Beraldo, la hype, elle est terminée. Pareil pour Ramos, même si les blessures, ça lui laisse encore un petit crédit. Je pense qu'il faut aller chercher un gros joueur, parce qu'en l'état, je vois pas le PSG faire mieux qu'un 8ème de finale. Au mieux, hein. Dans le pire, ils seront éliminés au premier tour. Franchement, moi, je vois plus un problème d'effectif que de jeu. Luis Enrique saura toujours faire du jeu à ses équipes. Mais à un moment donné, si ça manque de talent et que les gars ne concrétisent pas, ça sera pas suffisant. Donc c'est bien d'avoir amené de la jeunesse pour équilibrer l'équipe. Parce qu'avant, c'était n'importe quoi. Les jeunes étaient derrière et les vieux devant. Là, maintenant, c'est beaucoup plus cohérent. Mais il faut aussi un joueur confirmé de plus en attaque et au milieu, je pense. Allez, petit sujet subsidiaire pour finir cette vidéo. Le cas Football Manager 2025. Alors, il devait sortir en novembre. Il a été repoussé à décembre avant une annonce de report en mars 2025. Et ça a fait grincer des dents parce que les précommandes avaient été lancées. Et donc, pour beaucoup, si tu savais que le jeu n'était pas prêt, bah, il fallait pas lancer les précommandes. C'est vrai. Mais c'est vrai si on pense que l'ordre dans lequel ils ont vécu les choses se sont passées dans cet ordre. Et qu'ils savaient qu'ils allaient reporter
le jeu au moment de lancer la promotion du jeu. Moi, ce que je crois, c'est qu'ils avaient prévu de sortir le jeu tel quel, mais qu'ils ont vu les retours négatifs suite aux annonces sur le retrait des sélections nationales et de divers modes de jeu, et ils ont vite compris que s'ils sortaient le jeu comme ça allait nuire à leur réputation à l'image d'un PES 2008. Vous vous rappelez PES 2008, je sais pas si tout le monde l'a connu, mais le jeu il avait clairement manqué de respect aux joueurs. Et ça avait été le début de la fin pour eux. Donc ils ont fait un premier report en pensant pouvoir rattraper certains points, voir certains bugs. Je suppose, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de version bêta. Et ils ont vite fait le constat qu'il fallait un jeu meilleur. Parce qu'ils allaient se faire lyncher, contrairement à leurs affirmations sur leurs standards. Parce que moi je pense qu'ils allaient sortir le jeu tel quel. Pas prêt, avec plein de bugs. Mais s'ils faisaient ça, ils allaient perdre en crédibilité. Alors pourquoi ne pas le reporter d'un an? D'abord pour des questions financières, mais aussi parce que la première Coupe du Monde de Football Manager a été un succès, et qu'il en faut une autre cette année. Donc s'il n'y a pas de jeu, ça risque de faire désordre. Alors ils ont décidé de le sortir quand même, et tout le monde va l'acheter si les critiques sont bonnes. Donc le report, pour moi, il sera justifié si le jeu est bon. Ils auront eu raison de le faire. Et je vous parie que ma théorie, elle est bonne, parce qu'en mars, ils annonceront des modes qu'ils avaient annoncé manquants en septembre 2024. Et ça accréditera l'idée que le jeu n'était pas prêt, et qu'ils l'ont reporté pour l'améliorer, et pas en sachant qu'il n'était pas prêt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on suivra ça, et je ferai ma première vidéo sur Football Manager, un jeu auquel je joue depuis... à l'époque ça s'appelait l'entraîneur, c'était la saison 97-98. Donc ça fait très très longtemps que je joue, plus de 25 ans que je joue à ce jeu-là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Là, le foot va reprendre avec mon club, donc j'aurai pas le temps de faire des vidéos, hein, comme je vous avais dit en début de saison. Mais on se retrouve en fin de saison pour voir si on avait vu juste sur nos analyses concernant les clubs, et analyser un petit peu les finales. Je m'interdis pas de faire une vidéo par-ci par-là, si j'ai le temps et qu'il y a un gros sujet à aborder. En parallèle, je continue bien évidemment la série France-Brésil, côté Brésil, et la série sur Zidane va reprendre. Il y a une vidéo qui va sortir très très prochainement. Maintenant, il est temps de parler de la Super League dans un sujet à part, qui ne plaira pas à tout le monde. Je vous dis quand même à tout de suite pour écouter mes arguments.